Salut Félicien, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Félicien, tu viens de terminer ta thèse Il y a quelques années, 2021. il y a quelques années, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que tu es sociologue? Oui, sociologue et politiste. Sociologue et politiste, donc. Tu viens de publier un ouvrage au Seuil, ça s'appelle Des électeurs ordinaires, sous-titré Enquête sur la normalisation de l'extrême droite. Euh, En gros, tu es allé voir les électeurs, les gens qui votent Rassemblement national. Euh, Pas dans toute la France, hein, le lieu géographique sur lequel tu t'es penché, c'est plutôt le sud de la France que tu opposes parfois, ou plutôt qu'on oppose communément au nord de la France, hein. Il y a les électeurs de RN du Sud et puis les électeurs du RN du Nord. On reviendra sur cette distinction. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il t'a semblé important, en tant que chercheur, de te pencher sur ces électeurs? Est-ce que c'est parce que, je te fais une proposition de début de réponse, mais en gros, est-ce que c'est parce que souvent, lorsqu'on parle du Rassemblement national, on parle de son discours, on parle des idées qui sont promues, on parle de ses cadres, et c'est vrai que on a assez peu de données finalement sur qui sont les gens, les monsieur et madame lambda qui votent Rassemblement national ou qui votent plus largement à l'extrême droite. Oui, tu as bien résumé. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses sur les mutations du champ politique, les mutations du champ médiatique aussi, pour expliquer la normalisation politique du Rassemblement national. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre ce qui est complémentaire, hein, mais j'ai essayé de comprendre la normalisation sociale du Rassemblement national, et c'est-à-dire effectivement comment ça se joue dans le sens commun ordinaire, et qu'est-ce qui amène certains individus à voter une fois ou plusieurs fois dans leur existence pour ce parti. Donc c'était vraiment l'extrême droite ordinaire en quelque sorte qui m'intéressait. Tu parles de normalisation, c'est un mot qui revient souvent dans ton ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi, normalisation? Euh, Justement, ça fait écho à ce que je disais juste maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est à quel point, dans certains milieux sociaux, dans certains groupes sociaux concrets, le vote RN devient un vote normal, légitime et en tout cas fortement banalisé, voire valorisé en fait. Et c'est quelque chose qui revenait beaucoup. On me disait parfois, vous savez, ici tout le monde pense ça, autour de moi tout le monde vote Marine. Et donc c'est jamais complètement vrai, mais ça donne l'idée qu'il y a une légitimité accrue dans l'entourage des électeurs. Et c'est ça en fait qui compte avant tout dans le vote. Et tu compares ça à avant, j'imagine, je sais pas quand ça veut dire avant, mais où le vote était le vote pour l'extrême droite, le vote pour Jean-Marie Le Pen, père, était un vote honteux. Ouais, bon, ça l'est toujours dans d'autres segments en fait de la société, c'est-à-dire que ça reste toujours un vote qui est tabou, en tout cas illégitime dans beaucoup d'autres milieux sociaux. Mais moi, c'est vrai que les milieux où j'ai travaillé, c'est de plus en plus accepté. Surtout, comment dire, c'est un vote qui devient dédramatisé en fait. C'est plus grave, c'est une option politique légitime et qui va être donc choisie pour certaines élections. Tu parles des milieux où tu as travaillé, dans lesquels tu as évolué. C'est quoi exactement ces milieux? Tout à l'heure, j'ai dit tu t'es penché sur le sud-est de la France, mais c'est quoi les milieux dans lesquels tu t'es plongé? Ouais, ça c'est un point très important. En fait, la distinction nord-sud, elle est parfois un peu caricaturée. Moi, ce qui m'intéressait en fait derrière cette distinction géographique, c'est des distinctions de classe en fait. Il y a eu des travaux qui ont porté sur l'électorat plus populaire, ouvrier du vote RN, et j'avais l'impression qu'il y avait moins de choses en fait sur un autre électorat qui a toujours été très très important pour le RN. C'est un électorat de petite classe moyenne, avec des employés, mais aussi des artisans, des commerçants, des professions intermédiaires. Et ces petites classes moyennes qui sont d'autant plus importantes pour par exemple les élections européennes prochaines, parce que c'est des milieux sociaux qui vont voter beaucoup, et c'est des profils sociaux qui, c'est peut-être une distinction importante, qui est qu'ils ne se sentent pas fragiles sur la question de l'emploi spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui ont peur du chômage, en quelque sorte, mais par contre, c'est des personnes qui vont avoir d'autres préoccupations tout aussi matérielles, mais qui vont porter davantage sur
les impôts, les aides sociales, le logement, l'école, l'environnement résidentiel. Donc tous ces enjeux qui sont très importants. Et ce que je dis à un moment dans le livre, c'est que en fait pour ces électeurs, la figure menaçante de l'immigré, c'est pas l'immigré qui vient voler le travail, pour reprendre ce slogan xénophobe, c'est pas l'immigré qui vient voler le travail des Français en travaillant lui-même, mais c'est l'immigré qui en fait va venir voler le travail indirectement par le biais des transferts fiscaux en fait, en ne travaillant pas justement et en touchant les aides sociales. Du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça ressort très fortement dans ton livre. Le problème en fait de cette petite classe moyenne du sud-est de la France qui vote Rassemblement National, c'est un rapport finalement à l'État et au commun plus que une peur pour eux-mêmes, une peur individuelle. Alors, ça peut être des peurs individuelles, en fait. Quand vous avez l'impression que votre quartier se dégrade, quand l'école où vous mettez vos enfants se dégrade, quand vous avez l'impression que votre revenu part dans les impôts, par exemple, ou que vous ne touchez pas des aides sociales. Oui, tout ça, c'est du commun. Et bah, du coup, ce que je veux dire, c'est que ça les concerne personnellement. Mais par contre, effectivement, c'est des enjeux, c'est des mises en concurrence sociale qui ne se jouent pas sur le marché du travail. Je parle de mise en concurrence des ressources communes, effectivement, donc les services publics, les territoires, ce qui est un point très important en PACA, donc dans le sud-est, parce qu'il y a des inégalités territoriales très importantes, donc les territoires sont eux-mêmes mis en concurrence. Et toute cette mise en concurrence des ressources communes va effectivement générer tout un ensemble d'affects et d'inquiétudes dans l'accès à ces ressources communes, justement, ce qui peut entraîner justement des désirs de sélection et d'exclusion qui vont se manifester à travers le vote RN. Très souvent et de façon un peu classique, mais du coup parfois un peu rapide, à gauche, on associe le RN et l'extrême droite au racisme et à la xénophobie, en faisant parfois le moteur du vote ou de l'adhésion à cet endroit-là de la politique. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste d'après toi? Est-ce que ça continue en fait d'être une réalité, cette question raciale, ou est-ce qu'aujourd'hui on est passé à autre chose? Il y a d'autres raisons qui font que le Rassemblement National arrive à capter ces classes populaires, en l'occurrence ces classes moyennes inférieures dont tu parles. Ouais. Ça, c'est un point très important qui est, à mon sens, pour comprendre de manière juste le vote RN, il ne faut pas opposer questions sociales et questions raciales, pour le dire ainsi. En fait, ce que je constate dans les entretiens que j'ai pu mener, c'est qu'il faut articuler les expériences de classe, qui sont aussi faites de beaucoup d'inquiétudes, de préoccupations, de souffrances sociales aussi, pour ces électeurs, articuler ces expériences de classe à la question du racisme, en fait. Et c'est cette articulation qui explique pourquoi ces individus se mettent à voter RN. Pour le dire peut-être autrement, en fait, c'est à la fois important de voir que les électeurs du RN, dans leur majorité, du point de vue des inégalités de classe, ils sont plutôt du côté des dominés, en fait. Mais si on prend en compte un autre prisme, qui est celui des inégalités ethno-raciales, qui ne sont pas indépendantes des inégalités de classe, mais si on s'intéresse à ce prisme spécifique des inégalités ethno-raciales, là, les électeurs du RN sont beaucoup moins du côté des dominés. En fait, ils sont dans une relation de pouvoir, du point de vue de ces inégalités ethno-raciales, mais un pouvoir, et là c'est un point aussi que je creuse dans le livre, c'est un pouvoir qui est relatif et surtout qui est perçu comme fragilisé. Donc c'est des individus qui ont l'impression d'avoir un certain nombre de privilèges, encore, mais des privilèges qu'il faut du coup conserver. Et le vote RN, c'est une expression aussi de ce désir inquiet de préserver certains privilèges qu'ils ont encore. C'est les dominants dominés, quoi. Exactement. La question de la blanchité et de la France blanche qu'on entend beaucoup chez les idéologues de l'extrême droite depuis maintenant, depuis toujours, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi revendiqué de façon explicite par les gens que tu as pu rencontrer, ou non, ça n'existe plus et ça s'est transformé, on va dire, dans d'autres concepts qui est genre civilisation européenne, judéo-christianisme, etc. Non, alors personne ne parle de civilisation judéo-chrétienne, mais c'est une question, la question du langage, elle est très importante parce que parfois, en fait, je retrouve
des affects xénophobes et islamophobes qu'on retrouve chez Éric Zemmour ou Renaud Camus, donc des intellectuels, mais sous d'autres formes, et que je vais retrouver dans un autre type de langage, en fait, avec les personnes avec qui que j'ai rencontré. Sur la question de la blanchité, en fait, le terme blanc, pour s'autodésigner, il émerge parfois, mais plutôt rarement. Et en fait, c'est surtout le terme de français, ou parfois aussi de chrétien, de catholique, qui est utilisé. Mais très souvent, en fait, le langage du national et du religieux sert à dire le racial. Et donc, ça sert un peu de proxy, en quelque sorte, comme on dit en statistique, donc d'une manière plus légitime aussi peut-être de dire les distinctions raciales qui sont perçues dans la société, mais à travers justement voilà, le vocabulaire de la nationalité ou de l'appartenance religieuse. Donc au fond, l'islamophobie auquel tu consacres un chapitre et qui est quand même un élément important du vote RN et du discours des cadres de l'extrême droite, c'est un racisme comme un autre. C'est effectivement l'islamophobie, ça sert à désigner le racisme anti-musulman, et donc c'est une forme spécifique de racisme qui s'exprime et qui s'exprime de façon effectivement assez récurrente en fait dans les entretiens. Mais en fait, moi, je parlais pas du racisme anti-musulman. Moi, ce que je te disais, enfin, ma proposition, c'était de dire, bah, en fait, l'islamophobie n'est même pas un racisme anti-musulman. En fait, c'est juste du racisme anti-arabe et anti-noir, dit avec un autre mot, quoi. Ils s'accrochent sur la religion, mais en fait, leur problème, c'est de voir des noirs et des arabes dans leur quartier, quoi. Oui, effectivement, en fait, bon, ça dépend. Il faut analyser ça de manière un peu fine parce que des fois, c'est spécifiquement les minorités en tant que minorités religieuses qui sont ciblées. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont supposées musulmanes, identifiées comme musulmanes, et en fait, la critique de la religion ou des musulmans sert en fait de manière plus générale à marquer une hostilité vis-à-vis des minorités ethno-raciales dans leur ensemble. Ça, tout à fait. Est-ce que la vie des gens que tu as rencontrés était structurée autour justement d'appartenance à des espaces communs comme peuvent l'être les associations? Parce que je rappelle que tu n'as pas travaillé sur des militants du Rassemblement national, donc leur carte en parti, qui vont distribuer des tracts ou coller des affiches, ça travaillait juste sur les électeurs et les électrices. Mais du coup, est-ce que, par exemple, ils étaient dans des associations qu'on pourrait définir de l'extérieur comme des associations un peu d'extrême droite, où ils se réunissent, je sais pas, dans une salle commune, et puis ils commencent à parler de genre leur xénophobie et leur islamophobie ensemble? Ah non, non, pas du tout. Donc c'est pas le seul biais d'entrée, hein. Les associations, il y a aussi des entrées professionnelles, amicales. Voilà, j'ai rencontré aussi des couples. Bref, mais les associations dont je parle, non, c'est pas du tout des associations militantes. C'est effectivement, c'est un point important, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, d'où cette appellation aussi d'électeurs ordinaires, c'est pas du tout des personnes qui sont militantes, c'est des personnes qui sont assez peu politisées, qui sont assez éloignées en fait des enjeux politiques au sens de la stricte politique institutionnelle. Et c'est des personnes qui, par contre, le jour d'une élection, parfois à plusieurs reprises, parfois non, choisissent Marine Le Pen. Donc c'est ça que j'ai essayé de... On reviendra sur le parfois non et parfois l'abstention. Mais d'abord, j'ai une question. Je te sors tous les poncifs en fait qu'on a sur les électeurs du Rassemblement national, qu'on retrouve parfois d'ailleurs dans les discours de Marine Le Pen et consorts. On dit souvent, les électeurs de l'extrême droite, c'est les exclus, les oubliés de la mondialisation. Est-ce que ce rapport au monde, donc non pas à la France, à sa chrétienté, à sa blanchité, à son homogénéité ou je ne sais quoi, ou même aux questions sociales, mais le rapport au monde, c'est-à-dire de dire, en fait, dans ce monde, avec où on est plus de 7 milliards, on ne sait plus quelle place on a, et il y a une mondialisation qui s'est faite, et en fait, elle s'est faite sans nous, voire contre nous. C'est pas quelque chose qui émerge énormément en fait dans les entretiens. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les préoccupations, j'allais dire quotidiennes et matérielles de leur vie. Donc parfois, il peut y avoir le sentiment qu'effectivement, en fait, c'est plutôt l'État en fait et le gouvernement, ce sentiment qu'ils ne sont plus de notre côté. C'est-à-dire qu'en fait, on est lâché et on a mérité notre place, notamment par le travail. Et on n'est pas rétribué à la hauteur des efforts qu'on a fournis. Donc c'est plutôt ce type de raisonnement que je rencontre. Est-ce que les électeurs et les électrices d'extrême droite ont conscience
de voter à l'extrême droite, hein, ou est-ce que pour eux, ils votent pour un parti comme un autre? Tu as un peu répondu tout à l'heure. Et du coup, j'ai une sous-question, c'est est-ce que lorsqu'ils votent, ils sont en colère? Ah, bah du coup, deux questions importantes. La première, donc, ça peut leur arriver, enfin, ils peuvent effectivement situer le Rassemblement national à l'extrême droite, c'est-à-dire à la droite de la droite. C'est pas des questions toujours très importantes pour ces électeurs ordinaires. Et par contre, eux-mêmes, ça c'est un point un peu fondamental, c'est qu'ils ne se définissent pas comme extrémistes. C'est-à-dire ils se définissent comme justement des électeurs ordinaires, comme des Français moyens, comme des personnes comme tout le monde. Et donc voilà, c'est un vote qui est protestataire, mais qui en fait est aussi émis depuis la norme, et une norme qu'on a l'impression qu'elle s'effrite, et donc qu'il s'agit de défendre. Donc c'est un vote aussi conservateur en fait, d'une certaine manière, pour la conservation d'une certaine normalité que l'on voit vaciller. Et sur la question de la colère, en fait, évidemment, oui, le vote RN peut être qualifié d'un vote de colère. Ça m'a toujours semblé incomplet de juste dire ça, parce qu'en fait, il faut toujours se demander, mais colère contre qui, en fait? C'est des hostilités qui sont orientées à chaque fois. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une colère, mais en fait, contre d'abord donc les minorités ethno-raciales qui sont présentes en France, et aussi contre les élites politiques ou économiques et culturelles, et notamment voilà, certaines fractions des élites, notamment les élites médiatiques, culturelles, politiques de gauche notamment. Lorsque on lit des reportages ou des études sur les militants du Rassemblement national, on voit l'importance qu'ont certaines personnalités, à commencer par Marine Le Pen. D'ailleurs, tu consacres un chapitre, un sous-chapitre, Croire en Marine. Est-ce que c'est aussi vrai chez les électeurs de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une adoration pour cette figure tutélaire et ce leader charismatique qu'est aujourd'hui Marine Le Pen? Je dirais qu'il y a deux profils. C'est qu'effectivement, il y a des électeurs, et moi en l'occurrence surtout des électrices, plutôt de milieu populaire, qui peuvent développer une identification très forte à la figure de Marine Le Pen, qui d'ailleurs est appelée par son prénom, hein, Marine, et qui, voilà, on l'a écoutée, on la croit, on se met à lui faire confiance, et souvent on ne connaît qu'elle comme figure du Rassemblement national en fait, mais ça va faire voter ensuite pour le RN. Donc il y a ces formes d'identification qui sont évidemment très importantes. Et par contre, il faut aussi rappeler que, en fait, pour la plupart des électeurs, une phrase que j'ai souvent entendue, c'est vous savez, le RN, faut pas être dupe, ça reste un parti politique. Et ça reste un parti politique, ça veut dire ça reste une institution en laquelle on ne peut pas accorder sa totale confiance. Donc il y a aussi quand même la conscience que le RN fait partie du champ politique en fait, et le champ politique est considéré comme un monde qui est très éloigné en fait du monde qui est le leur. Dans les discours qui sont portés en ce moment par la gauche, il y a souvent cette notion que en gros, les idées d'extrême droite sont aujourd'hui en partie appliquées par le pouvoir en place. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aussi perçu par les électeurs, c'est-à-dire de faire partie d'une dynamique qui devient majoritaire, et qu'aujourd'hui le pouvoir, alors même qu'il dit qu'il veut combattre le Rassemblement national, finalement applique ce que eux proposent depuis des dizaines d'années. Donc est-ce qu'il y a cette conscience chez les électeurs d'extrême droite de participer à une hégémonie culturelle qu'ils sont hélas en train de gagner? Il faudrait voir, mon terrain se termine en 2022, il faudrait voir par exemple ce que la loi Asile-Immigration, est-ce que ça a été perçu comme tel? Il y en a eu avant, hein. Des lois Asile-Immigration et pas piquer des hannetons. C'est vrai. Ce que je remarque, c'est que par exemple sur la question de l'islamophobie, il y a des personnes qui me disent on a interdit par exemple le foulard, le voile dans les lycées, pourquoi on ne les interdit pas à l'université? Donc il y a parfois des effets de légitimation et de cliquet qui ont une importance de ces mesures deviennent légitimes parce qu'on les a appliquées. Et par contre, il faut dire que effectivement pour les personnes que j'ai rencontrées, Emmanuel Macron n'est très clairement pas dans le même camp politique que le Rassemblement national. Et même en 2022, il est considéré comme difficile à situer entre la gauche et la droite. Lui, on ne sait pas trop où il est. On disait encore ça pour les élections de 2022. Et il concentre un certain nombre de détestations très importantes qui justement va fortifier par défaut le vote Le Pen. J'ai une dernière question, Félicien.
J'imagine que tu lis un peu la presse, tu regardes un peu ce qui se passe dans le champ politique en général et dans le champ médiatique. Quand tu entends des responsables politiques parler de l'extrême droite, et notamment dans ce qui n'est pas le champ politique de l'extrême droite, donc dans tout le reste, quand ils disent voilà comment nous on veut combattre l'extrême droite, est-ce que tu trouves ça pertinent? Est-ce que tu trouves que la façon qu'ils ont d'analyser, je parle notamment de la gauche, parce que c'est depuis là que moi je me situe, mais dans la façon dont on a à gauche d'analyser le Rassemblement national et après d'essayer d'inventer des outils pour lutter contre la dynamique de l'extrême droite, est-ce que tu trouves qu'on est pertinent ou tu te dis putain ils sont complètement à côté de la plaque, ils abordent pas ça par le bon bout du bâton? Bon, premièrement, j'ai vraiment aucune leçon à donner là-dessus. En termes de préconisation politique, je pense que je me caractérise surtout par une certaine nullité. Mais par contre, je pense que il y a plusieurs choses. C'est que ce que j'essaie quand même de souligner dans le livre, qui est quelque chose qui est tout de même moins dit, me semble-t-il, dans l'espace public ou politique, ou en tout cas voilà, sur lequel il faut être lucide, c'est la force sociale et politique du racisme. Et donc là, il ne faut pas se raconter d'histoire, et c'est une réalité qu'il faut affronter en face, me semble-t-il. L'autre point, l'autre écueil symétrique, on pourrait dire, c'est du coup abandonner ces électeurs, ces électrices, ne pas s'en occuper. Et je pense que le fait, par exemple, de refuser que les classes populaires blanches soient condamnées à voter pour le RN, je pense que premièrement, politiquement et moralement, c'est souhaitable, mais surtout, c'est sociologiquement juste, en fait, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ne pas essentialiser cet électorat. Le racisme, ce n'est pas une nature immuable et ce n'est pas quelque chose du tout d'irréversible. Donc il faut s'attaquer à ces affects-là et en changeant les conditions sociales des individus, on peut changer en fait leur vote et leur perception et à quelles activations politiques ils vont répondre. Donc ça, c'est un point qui me semble très important. Alors, j'ai une toute dernière question. Dans les gens que tu as interrogés, tu sentais que justement le racisme n'était pas profond, ou le racisme ou même le vote juste tout simplement à l'extrême droite n'était pas profondément ancré en eux, que comme disent les sondeurs, il s'agit quand même d'un électorat assez volatile qui votait blanc en fait le jour de l'élection ou qui même votait à gauche pour Jean-Luc Mélenchon ou que sais-je. C'est-à-dire que leur vote n'est pas déjà là, par exemple on est en 2024, leur vote n'est pas déjà arrêté pour 2027. Alors, effectivement, c'est des personnes qui, comme je l'ai dit, sont assez peu politisées. Donc, en fait, les élections, c'est quelque chose qui n'est pas au cœur de leur raisonnement et au cœur de leur vie. Donc ça, effectivement, c'est pas encore acté. Par contre, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas du tout euphémiser et sous-estimer l'importance de cette structure de pouvoir-là, en fait, qui est le racisme. Et par contre, c'est pas un fait de nature, quoi. C'est une construction sociale et politique qui peut donc être déconstruite et qui peut être démonétisée politiquement aussi, en fait. Premièrement, en la combattant de front, et deuxièmement, en mettant aussi en face peut-être des promesses sociales et politiques à la hauteur, en fait, et pour que ça vaille moins le coup politiquement d'activer ce type d'affect. Voilà. Il y a du boulot. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Félicien. Merci.